Il faut que je monte sur le trampoline pour me rendre compte. Ouais, tu vas essayer. Tu vas te mettre au milieu, tu peux le faire. Voilà. Tu bouges très légèrement, et si tu bouges un peu comme ça, sans rebondir, hein, tu fais comme ça, tu vois ce que ça te fait dans ta tête. Je suis chez Elisabeth, dans la banlieue nantaise, et aujourd'hui l'activité, c'est trampoline. C'est dans votre tête, madame, 3e épisode. Ta sensation, c'est quoi? Tu vois? Ah ouais, et tu lèves les yeux au ciel, et ben ça fait ça à tout le monde. C'est ça ma vie, je suis là-dedans. Ça m'émeut, hein, de voir que tu t'en rends compte. Alors que moi, tu vois, si je me mets sur le trampoline, ça, c'est le bonheur, moi. Oh, enfin, mais si je me mets à rebondir, là, c'est le pied. Ah, je me sens mais tellement bien, quoi. Tu vois, c'est ça. Mais il faut pas que je le fasse, faut pas que je rebondisse en vrai, parce que je vais me leur déclencher le bordel. Donc là, je suis hyper bien. Et au moment où je descends, tu vois, je descends du trampoline. Et là, un maigre instant, je suis dans ton monde. Je suis dans le monde d'avant. C'est-à-dire, j'ai senti le sol. Et je l'ai senti dur. Ça, c'est génial. Et hop, c'est reparti. Et je réembarque dans mon... Parce que justement, on ne débarque pas, hein, on est tout le temps dedans, quoi, en fait. Après Natacha, l'une des nombreuses femmes souffrant des effets secondaires des implants échours de Bayer, après Fred, 10 ans d'enfer pour découvrir les ravages de la dépakine sur ses enfants, voici Elisabeth qui clôture cette mini-série. Elisabeth, 56 ans, une ancienne prof de philo devenue psychanalyste, et elle porte un regard fin, drôle, sur le syndrome bien curieux, bien mystérieux dont elle souffre, le mal du débarquement. Déjà, rien que le nom, moi, j'ai trouvé nul dès le départ. Je me suis dit, ça ne va pas du tout faire sérieux quand je vais le raconter aux autres. Dans la version anglophone, c'est mal du débarquement. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ce que je vis. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans ma tête, je rebondis en permanence. Je vis sur un zodiaque, je vis sur un bateau, ou sur un trampoline, si tu veux. C'est compliqué à expliquer, c'est comme si je sautais d'un plongeoir et hop, je remonte, hop, je saute et hop, je remonte. En même temps que le fait de marcher sur un sol qui est constamment mou. En fait, je sais plus ce que c'est d'être sur la terre et de m'ancrer dans la terre, alors que c'était un truc vachement important pour moi, pour me sentir solide. Terminer tout ça, c'est-à-dire que moi je rebondis, c'est vraiment con, mais c'est comme ça, je rebondis en permanence. J'ai remarqué que quand je conduisais la voiture, en fait, j'ai plus le syndrome, c'est-à-dire que je me sens pas rebondir quand je suis en voiture, et je me dis, mais c'est quand même un truc de dingue ce machin-là, ça s'arrête quand je suis en bagnole. D'ailleurs, quand je raconte ça à mes amis, ils me disent, mais putain, ma bête, faut que tu deviennes camionneuse, quoi, ça va être ton truc. Tu mets tes patients dans ton camion et puis tu feras comme ça. Enfin bref, faut bien rigoler. Puis heureusement qu'on arrive à s'en moquer en fait. Le mal du débarquement, c'est un trouble neurologique. MDDS ou MGDS, c'est l'acronyme donc du fameux mal du débarquement. Alors, c'est pas de nous, ce que vous venez d'entendre, c'est la Fondation MDDS qui a réalisé cette très belle chanson sur une espèce de remix des années 80 pour plaider la cause. Alors bon, dans le cas d'Elisabeth, les symptômes sont apparus en 2019, juste après avoir déclaré un zona, grosse prise de médicaments, et ils ont été amplifiés, visiblement après un long trajet en avion. Si on ne connaît pas bien l'origine de ce syndrome, les dernières études pointent les déplacements plutôt longs, alors en bus, en car, en avion, en voiture, même en kayak. Et apparemment, c'est pas bon non plus de regarder sa tablette ou son smartphone pendant les voyages. Premier truc, c'est d'aller voir mon médecin. C'est super compliqué de raconter ça. Et puis la médecin, elle dit qu'il va falloir investiguer en fait. Ce qu'elle lance, c'est une... Elle lance une... Tu vois, là, j'arrive pas à me rappeler ce que je viens de te dire. C'est typique de ce syndrome-là. Ça s'appelle le brain fog, où mon esprit, en fait, floute ce qui vient d'être dit. J'ai des blancs.
Voilà, donc ma médecin, elle propose pléthore d'investigations. Ouais, on y va. Ok, on cherche et on va bien voir ce qui se passe, quoi. Donc j'ai commencé, en fait, Koh-Lanta, quoi. C'est-à-dire épreuve après épreuve avec les spécialistes. J'ai commencé par le fait d'aller voir une kiné vestibulaire. Plus on me rééduque, moi je suis bien et plus je rebondis en fait. Je sortais de chez elle, je titubais, c'est comme si j'étais sortie d'un bistrot en fait, quoi. Et puis donc ensuite, rendez-vous chez un neurologue. Alors, c'était du grand moment. Hein. T'attends ton rendez-vous, parce qu'en plus, il y a un délai délirant pour aller voir quelqu'un comme ça. Et là, le neurologue, quoi. Le monsieur... Toi, t'essayes de sortir ton récit en moins de 2 minutes, top chrono, le plus clair possible, avec des mots qui vont bien expliquer. Le type, il écoutait à peine ou il était blasé de ce type de discours-là. Bref, je me sens pas écoutée parce qu'en fait, je pense que toute première rendez-vous, c'est d'abord je prescris l'IRM, point barre, quoi. Le problème, c'est que moi, je lui demande pas de me guérir, je lui demande du soin, c'est-à-dire je lui demande seulement de m'écouter. Ça fait 4 mois que je rebondis dans ma tête. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai envie d'hurler, de me foutre par la fenêtre. C'est insupportable ce que je vis. Et le type, en fait, lui, il a une paroi de protection entre lui et moi, en fait. Ce qui fait qu'il n'y a pas possibilité de sentir une compassion, de sentir une écoute. Non, c'est pas possible. Non, en plus, ça se fait en 5-10 minutes, parce qu'il y en a 2 autres dans la salle d'attente. Donc je suis repartie avec mon IRM, je suis allée passer l'IRM, j'ai rien. Allez voir un ORL. Donc ça c'est donc je vais voir un ORL qui a bien compris ce que je lui ai raconté, que c'est assez charmant. Ouais, charmant, c'est le vrai mot, quoi. Quelqu'un qui essaye de me charmer un peu, quoi. Et il a ponctué en disant oui, moi je m'occupe pas des trucs compliqués. Pépère, il va pas aller. Moi les trucs compliqués, non, je fais pas ça. Donc, d'accord, c'est fou, quoi. Je vais vous envoyer à ma collègue qui est, high level, quoi, le truc du dessus. Donc, rendez-vous, quoi. Ouais, c'est ça, je m'arrête parce que des rendez-vous, t'en as tout le temps, quoi. En fait, tu marques ça sur ton emploi du temps et... Moi, je lâchais le fait d'avoir de l'espoir, c'était de l'investigation, on va bien voir ce qui va se passer, mais c'est l'époque où tu as des rendez-vous, en fait. Je fais tous les examens vestibulaires possibles et imaginables et je rencontre le grand ponte ou la grande ponte ORL qui s'occupe des choses compliquées. Et qui, là, ne va pas du tout m'écouter parce qu'avant que je la rencontre, elle a tous les résultats positifs. C'est-à-dire, je vais très bien, je n'ai rien. Donc, elle a ça devant elle. Comment veux-tu qu'elle écoute ? Elle me dit que j'ai rien. Et là, elle me dit, vous savez, peut-être ça serait bien que vous alliez voir quelqu'un pour en parler. Et je lui dis, mais c'est mon métier, c'est ça que je fais, ça fait très longtemps que je travaille sur moi. Et oh lolo, c'est probablement quelque chose dans votre tête. Dire ça à un psy, d'aller voir un psy alors qu'ils y sont obligés dans le cadre de leur supervision, c'est un peu comme de demander à un maître nageur s'il sait nager ou de demander à Spielberg s'il est déjà allé au cinéma. En revanche, c'est sûr que c'est dans sa tête parce que c'est le réflexe vestibulo-oculaire qui a bugué. Elle dit ça va passer. C'est ça va passer. J'ai mon fils, d'ailleurs, qui travaille dans la marine marchande, et ça lui arrive régulièrement, mais au bout de quelques jours, ça s'arrête. Et je me dis, mais elle n'a pas entendu, ça fait 5 mois, et je ne sors pas d'un bateau, quoi. Enfin, c'est fou. Et moi, je m'arrête parce que je sais que je ne peux plus parler. Je pense pas qu'elle le fait méchamment, qu'elle...
Je ne pense pas que cette dénégation qu'elle opère, elle le fait intentionnellement. Mais je crois qu'elle ne peut pas boucler, en fait, la séance autrement que comme ça, quoi. Alors justement, quand on n'a pas de réponse du Toubib, on va sur Internet. C'est ce qu'a fait Elisabeth, en fait, chaque soir, des nuits entières, elle passe des heures à chercher. Faut déjà taper le bon mot-clé, hein. Bateau, trampoline, maux de tête, titubé, vertige. Je me dis, c'est pas un vertige que j'ai. Ce que j'ai, c'est que je tangue. C'est un tangage, comme dans un bateau. Et là, paf, t'as toute une page avec le mal du débarquement, quoi. Je suis allée réveiller mon compagnon, j'ai dit ça y est, je sais ce que j'ai le mal du débarquement, avec la dénomination comme ça. J'étais heureuse comme tout, quoi. J'ai dit ça y est, je sais ce que j'ai, etc. Donc gros bonheur, sauf que quand je continue tous les soirs à regarder, je me rends compte que c'est un truc qu'on ne sait pas soigner, que personne ne connaît ça, en tous les cas en France, qui transforme le réel, mais il n'y a pas de soins possibles en fait. Incurable, mais contrôlable. Les traitements les plus répandus sont les médocs, la physiothérapie, et des cliniques commencent petit à petit à proposer des séances de stimulation transcrânienne, de la rééducation vestibulaire, de la proprioception. Alors justement, Babette découvre que le Mount Sinai Hospital de New York propose des séances de rééducation optocinétique. Alors là, vous êtes carrément dans un clip des années 70, un peu sous trip, vous savez, avec des bandes blanches qui bougent dans tous les sens. Mais il paraît que ça marche. Donc là, wap, je vais à la New York, moi si c'est ça, je regarde mes économies, je me dis je m'en fous. De toute façon, moi je suis pas la nana qui va s'acheter la panoplie du sac Chanel et tout le tout-team. Moi s'il faut que je mette de l'argent là-dedans, je le mettrai là-dedans, quoi. Je trouve en fait l'adresse mail d'un des grands pontes du Mount Sinai Hospital à New York qui s'appelle Sergueï Yakoussine, tu vois, alors déjà... Et je prends ma boîte mail et j'ai Dear Sergueï, I am Elisabeth, I have mal du débarquement, enfin tu vois, au secours, I am very lonely, very sad, please help me, enfin tu vois, comme j'ai pu. Et tu lances ça, c'est la bouteille à la mer, quoi. Et je vais me coucher, le lendemain matin, je me réveille... Sergueï m'a répondu, quoi. Hi Elisabeth, yes, il m'explique que ouais, il peut m'accueillir chez lui, mais que je ferais mieux de faire ça en Europe parce qu'il y a une chercheuse qui s'appelle Viviana Mucci qui propose la même rééducation optocinétique qu'à New York, à l'hôpital universitaire de Genève. Il me dit qu'il a envoyé mon courrier à Viviana. Viviana qui m'appelle le jour même, toi t'es chez toi. Et je te dis, effectivement, là, il y a des gens, et tout d'un coup, comme ils savent ce que t'as, et qu'ils peuvent te proposer quelque chose, mais j'aurais jamais imaginé que ça pouvait se faire comme ça, quoi. New York, Genève, allô, Elisabeth. This is life with MDDS. MDDS is a neurological disorder that makes people feel like they're constantly rocking, swaying, or bobbing. Enfin, elle connaît son syndrome. Elle file à Genève faire quelques jours de rééducation qui vont lui faire du bien. Et puis elle se dit, je vais retourner voir mon neurologue à Nantes, forcément. Je vais être prise en charge dans ma ville. Donc je retourne voir ce monsieur qui ce jour-là est complètement amorti, je lui explique les choses et ça ne l'intéresse vraiment pas, quoi. D'ailleurs il le dit. Et il me dit mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je lui dis écoutez, maintenant qu'on sait ce que j'ai, peut-être que on peut continuer ensemble. Il y a le neurologue, il y a 2 neurologues qui vont s'occuper de moi et un professeur, une chercheuse qui vont s'occuper de moi à l'hôpital universitaire de Genève. Moi, ce que je vous demande, c'est de faire l'interface pour que j'ai quelqu'un en France, quoi. Et le type, il me répond direct, il me dit « Ah non, moi, ça m'intéresse pas. » Sick. Voilà, tu peux pas... Là, c'est un moment incroyable, et je pars, quoi. Allô, au secours, le monsieur il m'a mal parlé, qu'est-ce qu'il m'a dit, ça ne l'intéresse pas, c'est pas je ne l'intéresse pas, c'est ça mon lapsus, hein, mais c'est parce que je crois que ça vient nous chercher à ces endroits-là, quoi.
c'est complètement infantilisant, quoi. C'est allô maman bobo, et puis va voir ailleurs si j'y suis, quoi. C'est grosso modo, c'est ça. Cette errance médicale, elle a été pour moi l'expérience d'une déviation, c'est-à-dire que ce que je sentais, ce que je vivais et ce que je demandais au corps médical était dévié. Moi, j'ai toujours cru, en fait, que le médecin était une figure, en fait, un peu paternelle ou maternelle, mais qu'il était capable de me contenir, quoi. Et en fait, là, je découvre que non. Et en même temps, c'est bien, c'est comprendre toute l'humanité, en fait, de ce métier. C'est vraiment difficile de faire ce qu'ils font. Le métier est dur, quoi. Donc, est-ce qu'on fait médecine pour de bonnes ou de mauvaises raisons ? J'en sais trop rien, mais parfois pour de mauvaises raisons. Et que tôt ou tard, en fait, la confrontation avec les gens qui te ramènent au fait que t'es pas tout puissant et que tu sais pas et que tu vas pas savoir et que tu vas pas pouvoir aider, c'est une épreuve psychologique qui est pas si simple que ça pour le médecin. Et qu'est-ce qu'il en fait ? Il y en a qui, avec ça, sont capables de dire écoutez, je sais pas, madame, on va vous aider. Puis il y en a qui disent c'est dans votre tête, madame, ça m'intéresse pas, débrouillez-vous avec votre truc, quoi. Et puis en plus, un neurologue, par exemple, il a quand même affaire à une détresse dans sa patientèle qui est assez énorme. Donc, depuis le temps qu'il a affaire à cette détresse-là, qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait que il a mis une espèce de paroi de protection entre lui et puis la souffrance des gens, ce qui fait que il veut plus recevoir, je crois, enfin moi c'est mon interprétation, il veut plus recevoir ce transfert massif qui est qu'on attend du médecin qu'il nous guérisse. Et ça, c'est terrible, je pense, pour eux, parce que, en fait, la vérité, c'est qu'ils savent pas tout le temps, et puis que le savoir-faire, c'est pas quelque chose qui est toujours là. Il y a des zones comme ça de mystère, en fait, dans ce qu'amènent les patients. C'est donc une maladie invisible, insoupçonnable. Elle a envie d'en parler, de faire comprendre ce qu'elle ressent à son entourage, au monde extérieur. Ce soutien, cette écoute qui a manqué, Elisabeth le trouve peut-être un peu plus auprès de femmes qui souffrent comme elle du MDDS. Un petit groupe formé sur les réseaux, elles se sont appelées les bobinettes, rapport au fameux bobbing, ce rebond incessant, ce symptôme caractéristique de cette maladie extrêmement handicapante au quotidien et encore peu reconnue en France. Je me rappelle même plus ce que c'est que de pas bouger comme toi, là, tu bouges pas. Là, je suis en train de faire ça, moi. Je sais même plus ce que c'est. Et l'autre jour, je me disais, mais en fait, vous devez vous faire chier, vous, quelque part, à pas bouger. Alors ça, c'est quand je vais bien, où j'en rigole et je me dis, mais ils sont dans un monde où ça bouge pas. C'était dans les têtes de Natacha, Fred et Elisabeth. Merci à toutes les trois. Je fais un effort pour toi, mais en fait, j'essaye même plus d'expliquer. Les gens me disent, ça va, je dis, super. C'est dans votre tête, madame. Une série du son sur les mains. Ouais, moi, c'est la croisière s'amuse, quoi.